Bienvenue dans Mon Incroyable Histoire, l'émission qui vous fait découvrir des histoires tout aussi particulières qu'exceptionnelles. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir 3 histoires incroyables: combattre l'addiction, survivre d'un naufrage en mer et vivre avec le vitiligo. Ce sont des personnes extraordinaires qui acceptent ce soir de vous raconter ces histoires qui marquent le parcours de toute une vie. Préparez-vous à être inspiré, à être ému et surtout à ressortir transformé à l'issue de Mon Incroyable Histoire. Et n'oubliez pas, la touche particulière, c'est le psychologue qui viendra nous apprendre à renaître de nos cendres. Mon Incroyable Histoire, c'est tout de suite. Retour sur le plateau de Mon Incroyable Histoire. Nous avons donc 4 profils exceptionnels. Guy Merlin Fongan, lui, il vit avec le vitiligo. Il va nous raconter cette expérience aujourd'hui. Bienvenue dans Mon Incroyable Histoire. Bonsoir et merci de nous avoir conviés à cette émission. Merci à vous pour le courage que vous allez donner à d'autres aujourd'hui sur le plateau. À côté de vous, on a Madame Laure Stetty également, qui vit avec le vitiligo depuis plus de 30 ans. Merci. Claire Luce, bonjour à tous nos panélistes, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent déjà à l'antenne. Merci. Merci. Avec vous, on va partager une longue histoire sur le vitiligo. Et avant de présenter le spécialiste, on va rencontrer Monsieur Mbombo Koum. On l'appelle habituellement l'homme en blanc. Merci Luce. Merci chers téléspectateurs d'être devant vous, vous distraire peut-être pas, mais vous apporter quelque chose qui est intéressant et de comprendre que la vie, c'est pas ce qu'on croit. Vanina Mundo sera également là pour partager son histoire avec l'addiction de son fils. Et autour de tout ce panel, lui, c'est le docteur Jérôme Menzepo, psychologue. Bienvenue dans Mon Incroyable Histoire. Bonsoir et merci de m'avoir conduit à ce plateau. C'est avec un grand plaisir qu'on va commenter les histoires qui nous seront racontées. Merci infiniment de nous faire vivre ou de partager votre expertise avec nous aujourd'hui sur le plateau de Mon Incroyable Histoire. La suite dans un instant. Retour sur le plateau et nous commençons avec la première histoire. Lui, c'est Mbombo Koum, ancien marin victime d'un accident en mer qui a failli lui coûter la vie. Monsieur Mbombo. Merci. En tout état et cause, nous sommes ce jour, le 24 avril 1984. Port d'attache, c'est à Limbe, Bota. Une cargaison de pratiquement 8 millions de francs CFA de bière. Notre pirogue Aqua, 2 moteurs hors bord. Un Evinrude 75 chevaux, un 40 chevaux Yamaha. Je suis en compagnie de mon assistant, M. Ngend. Nous partons donc, il est aux environs de sensiblement 19h30. Nous prenons la route de Malabo, parce que nous faisions le trafic, on va à Malabo, à Batiekopo et ainsi de suite. Le long de la rue, 2 heures par là, voilà que je bute, c'est moi qui étais justement au gouvernail. Oui. Je bute contre une écume, un morceau de bois, une bille de bois qui flottait. Je n'ai pas pu l'apercevoir dans la nuit. Voilà l'eau qui commence par entrer par le devant de la pirogue. Que faire donc? Je suis surpris. Je dis, c'est pas possible. À moi de dire en Ngend, on est en danger. Voilà que l'eau est en train d'envahir la pirogue. Pendant qu'on y est, je m'organise d'arrêter. Quand j'arrête, j'éteins le moteur. Je vais vers la jerrycan d'essence. Je dis, ici, c'est très dangereux. Je dis, il faut que tu partes. Il me dit, non, c'est toi qui dois rester. Moi, je ne peux pas. Je dis, non. Si tu meurs, on va m'accuser. Ce faisant, je me suis organisé de vider la jerrycan d'essence. Je l'ai fermée. Quand je l'ai fermée, j'ai réussi à la fermer. Je l'ai passée à M. Ngend. De regretter mémoire aujourd'hui, il est mort il y a sensiblement beaucoup d'années. Alors, il commence à flotter. Quand l'eau m'atteint au niveau du cou, je dis, c'est pas possible. Je ne suis pas fait pour partir. J'ai projeté mon existence pour au moins 106 ans, sans tenir de bâton. Si aujourd'hui il faut que je parte, je ne pense pas que ni requin, ni autre chose ne devrait l'emporter. C'est-à-dire, je n'avais même pas de bouée de sauvetage. Rien sur moi. Tout, pas de gilet, pas du rien du tout. Et qu'est-ce que je me suis rappelé à la piscine SIC de Bassa? Quand vous êtes en mer et que vous arrive par exemple quelque chose qui ne tient pas debout, essayez de suivre la direction du vent. Vous ramez, vous écarquillez vos mains, vous les remontez au niveau de l'eau. Ça va vers le cou. Là,
le vent qui vient va vous amener à distance, dans une forte allure. Mais il faut avoir du cœur, faute de quoi vous risquez de ne pas pouvoir tenir. Je ne faisais que ramer de telle manière que je subsistais tout simplement. Je faisais l'équilibriste. Oui. De telle manière que quand je sens le vent venir, je me mets de ce côté. Et quand ça baisse, il y avait la possibilité de pouvoir rencontrer quoi que ce soit. Ce faisant, j'ai continué avec une perspective de ne pas faire le risque de... Quand j'ai commencé par regarder l'intérieur de l'eau, c'était éblouissant. Je voyais des bêtes intenables. J'ai eu une morsure de poisson ici. J'ai cru que là, le requin devait m'emmener. Malheureusement ou heureusement, j'ai été très chanceux, de telle manière que quand je poussais, je tenais et aux environs de 4h30, j'entends le bruit d'un moteur. C'est une pirogue qui va en haute mer. J'écris « Ouais, ouais, ohé, ohé ». Je tente encore une seconde fois. La pirogue est repartie. Je dis donc, ici c'est foutu. Et là, vous êtes seul, votre Je suis collègue. seul. Lui est parti avec la jerrycan qui lui servait justement de bouée de sauvetage. On l'a retrouvé, il s'est retrouvé par les coups de vent qui l'ont amené jusqu'à Manawobe, là au camp de la marine camerounaise. Moi, je continue sur mon chemin. Il est exactement 5h moins le quart. Voilà une autre pirogue que je sens venir. Je crie encore de la même manière que je venais de dire là tout à l'heure. Monsieur ralentit. Il tourne. Il dit, c'est pas possible. You dey na outside. I say, abeg, nami dis for ya o, nami dis for ya o. Just wait. You say na outside. I say, nami dis o, abeg, on kam. Quand ils sont venus, il y a l'autre qui envoie la main. Quand il envoie la main, je tiens. Il envoie la pirogue, je pousse, allez, les deux viennent, il me tire, il me jette dans la pirogue. Ça fait combien de temps que tu es là? Je dis, je suis là depuis pratiquement 21h30. J'avais ma montre et sur mon bassin, j'avais justement mon slip où j'avais d'abord des pièces. En mer, quand vous avez des pièces, il ne faut pas les tenir, ça peut vous emporter. Mais j'ai pu tenir en gardant justement les 410 000 que j'avais encore sur moi parce que je devais m'organiser avec une fois au port de Malabo pour pouvoir tenir. Ça, voilà si donc, vous arriviez vivant. Voilà donc que les deux messieurs me prennent. Et l'un de dire, allons en haute mer, allons faire notre pêche. Et l'autre de dire, non. Mon père m'a dit que si vous trouvez un homme vivant le long de la mer, ne vous organisez pas de l'amener parce que c'est une chance terrible. Retournez, amenez-le au rivage. De là à Down Beach, à Limbe, partir de là à sensiblement 5h30, nous sommes arrivés à Down Beach. Il était exactement 11h45 pour vous faire comprendre que si seulement j'avais pas eu de la chance de trouver ce monsieur qui a répliqué en disant non, ramenons-le au rivage. Et là-bas, une fois là-bas, on a trouvé un chef Iladje qui s'est organisé à demander à sa femme, quand on m'a ramené, il dit non, il est chanceux, amenez-le. Vers un point, on a chauffé de l'eau, elle est allée faire du couscous de maïs et faire beaucoup de gombo. On m'a pressé le ventre. Je leur dis que non, ça ne me fait pas mal. On me dit non, il y a de l'eau que tu as pu boire et avec toute la fraîcheur, ça va devoir te tenir. C'est ainsi alors qu'on me ranime, le vieux me demande de m'allonger là. On est resté pendant un bout et par le fait, j'ai commencé par récupérer. Et comme j'habitais Botaland, aux environs de 17h30, je sors donc, on me dit, on peut te raccompagner. C'est ainsi qu'on m'amène à Botaland, vers avant Nguémé, et je me retrouve avec mon monde. Tout le monde était stupéfait. Quand toutefois j'essaie d'expliquer cette histoire aux gens, on me dit, tu es vraiment vénard. Est-ce que votre famille savait déjà que vous étiez en pleine mer, entre la vie et la mort? Au moment où ils vous voient apparaître, est-ce qu'ils sont déjà au courant qu'il y a cette situation? En réalité, personne ne savait ce qui se passait. Il y a quelques rares personnes qu'on a rencontrées qui, nous, on allait, eux ressortaient. Quelques-uns nous ont vus. Mais seuls ceux qui ont les 3 pirogues qui se sont arrêtés, la première et la seconde, qui n'ont pas pu me sauver. Mais la dernière, c'est eux à qui j'ai raconté effectivement ce que j'ai pu vivre. Parce qu'au-delà, il y en a plusieurs encore. Je ne peux pas m'étaler sur tout le reste. Parce que ce que j'ai pu vivre en 4 étapes, c'est pas possible. Allez reprendre un jour, vous comprendrez que je suis vénard. Et ce faisant, je sortais de très loin. Avant même la mer, il y a eu beaucoup de choses. Mais j'étais très fier, ou je suis content de savoir que je peux m'exprimer et dire aux gens, il faut être téméraire. Vous n'avez pas du cœur, vous n'avez pas la possibilité de vivre. Parce que même aujourd'hui, quand on voit nos comportements au quotidien, il y a des gens qui agissent de manière inconséquente, mais d'un esprit homme à homme. Sans aller ailleurs. Mais votre famille n'était pas au courant? Personne n'était au courant. Et lorsque vous leur racontez finalement l'histoire, comment est-ce qu'ils l'aperçoivent? Non, les gens sont touchés. Particulièrement avant la mort de ma mère. Quand une fois je lui ai expliqué ça, elle dit vraiment, je parie que tu vivras plus que Matou Salim. Pourquoi? Parce qu'en mer,
tu n'as pas de bouée de sauvetage. Tu te permets de nager, de faire l'équilibriste, tout simplement, sans bouée de sauvetage, sans support, sans soutien. Et tu n'avais même pas de gilet. Je te dis, mon fils, va de l'avant, je crois que tu vivras. Et comme j'ai dit, ma mission est de vivre 106 ans sans tenir de bâton. Et c'est cette mission-là qui vous a fait avoir cet esprit téméraire tout à en fait, pleine eau, tout à fait. de vous dire qu'il faudrait que je survive, peu importe ce qui va se passer. C'est ce qui s'est passé et c'est ce que j'avais en moi. J'ai dit que je dois vivre 106 ans sans tenir de bâton. Et celui qui nous envoie en mission ici, je lui fais savoir que rallonge, c'est possible. Mais me distraire en me disant que tu vas avant 106 ans. Le 10 août, quand ça va le faire, il est souhaitable que les gens puissent tenir et comprendre qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. Et quand vous êtes téméraire et que vous tenez à apporter quelque chose dans la vie et dans la nature, je crois qu'on vous laisse la latitude de pouvoir faire quelque chose. Monsieur Mbombok, est-ce que vous êtes reparti à l'eau après ça? Je vais toujours nager. Je vais nager. Il y a des moments. Par exemple, quand j'étais à Naxos, je suis arrivé à Naxos en Grèce et je suis allé à l'île de Patmos. Et c'était tout simplement en chaland dans la nuit avec un pilote. Là, ce n'est pas moi qui allais. Mais pour des gens qui devraient avoir peur, là où on m'avait orienté d'aller voir ce que je devais faire, je me serais permis de dire, comme c'est l'eau, je ne vais plus. Mais chaque fois que je suis quelque part et quand il y a affaire, je dis à tout le monde, si nous avons à vivre, vivons pleinement, ayons la latitude de pouvoir faire comprendre aux autres que la témérité seule compte. Et quand vous avez le vernal de dire que je suis venu, je dois laisser, comme dit l'hymne du Cameroun, te servir, que ce soit mon seul but pour remplir mon devoir toujours, à l'instar de ce qu'on peut dire d'autre chose. Mais là, on est en Grèce. Oui. Mais quelques jours après l'année 1984, oui. Lorsqu'il y a ce naufrage en pleine mer, est-ce que vous avez aussitôt repris votre activité en pleine mer? L'activité, j'ai attendu pratiquement 4 mois. Après 4 mois, j'ai poussé encore sur Malabo. J'ai fait pratiquement 11 mois encore de mer afin de pouvoir arrêter. Parce que j'ai dit qu'il fallait changer et surtout qu'il fallait aller m'organiser de devenir aujourd'hui. Je suis expert en environnement et ingénieur en technique de surface. Donc il fallait aller à Montpellier pour aller apprendre à faire autre chose. Je n'avais pas peur de la mer, mais je me suis dit qu'avec cette perspective, il y a des risques qui peuvent s'annoncer. Et si seulement je ne prends pas conscience de moi-même et risque de se passer autre chose, alors il faudrait que j'apprenne à obtempérer quand cela se doit, comme j'ai été chanceux et vénard, téméraire de mon acabit, que je puisse prendre aux autres conscience qu'on ne doit pas perdre le nord. Ça fait quand même beaucoup d'années. Si, ça fait beaucoup d'années. Est-ce qu'il vous est arrivé, pendant les 4 mois, de faire des cauchemars liés à cette expérience-là? Des cauchemars, c'est vrai, des cauchemars, beaucoup de rêves, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui traversent la tête, mais en ces 4 mois, c'était beaucoup. Il y a d'autres choses, la peur, la crainte, mais je disais non. Je ne peux pas avoir la peur. Si je me mets à mettre la trouille dans l'esprit des uns et des autres, on risque de ne pas comprendre que nous sommes là pour des missions éducatrices, éducatives, de telle manière que ceux qui écoutent et comprennent, qui vont en mer ou qui vont ailleurs, ils auront la chance de pouvoir vivre et de survivre, parce que quand tu as de la volonté, je pense pour ma part que rien ne peut vous échapper. Quand on a de la volonté, 4 mois à faire des petits cauchemars de temps en temps, est-ce qu'aujourd'hui ça revient? Ça fait quand même plus de... Non, ça fait beaucoup d'années. Non, c'est autre chose maintenant, comme je suis dans la mouvance d'autre chose. Parce que comme je disais, avant d'arriver là d'ailleurs, ce qui aurait bien pu être le premier élément à dire, c'était très lourd. Plus tard, je vous expliquerai ce que je dis là. Parce qu'au sortir de là, pour arriver à ce niveau, ce n'était pas facile. Parce que j'ai vécu des trucs. Quand vous les écoutez, vous allez vous dire, mais non, ce n'est pas possible. Et il a fait comment pour arriver? Pardon? Votre famille, vous avez raconté l'histoire, oui. Ils étaient assez impressionnés, surpris. Déjà qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de téléphone. Non, il n'y avait pas de téléphone pour pouvoir appeler ça et là. Mais maintenant, quand vous avez raconté l'histoire, comment est-ce qu'ils vous ont accompagné? Est-ce qu'ils se sont dit, tu es fort, donc ça va aller? Ou Papa était encore bien, papa était bien, il n'était pas encore aveugle. Lui, on causait tout le temps. Et quand on s'entretenait, il me dit, où est-ce que tu as pris le courage pour arriver à ce niveau? J'ai dit non. Garçon unique, comme toi-même tu as été unique, je pense pour ma part que si je me laisse emporter par le vernal de penser qu'il faut être lâche, ça ne peut pas aller. J'ai à faire, j'ai à apporter aux uns, et comme je suis tenu de toujours faire des choses pour amener la lumière au niveau des uns, c'est pourquoi jusqu'aujourd'hui je suis tenu de tenir et de faire ce qui se doit. Mais ça vous a quand même fait changer de corps de métier? Tout à fait, parce que le risque est très flottant. Vous êtes, je dis, j'avais 2 moteurs au moins qui tenaient bien.
Mais quand vous ne savez pas vous tenir et que vous n'êtes pas équilibriste et fort de cœur, vous ne pouvez pas avancer. Il y a des gens, rien qu'à la plage, vous entrez, vous faites 2 mètres. Quand la vague arrive, il y en a qui fuient. Ils se disent que non, ici, ça ne peut pas aller. Ce faisant, on est tenu d'amener les uns et les autres de comprendre qu'il faut souscrire à un entendement de valeur, c'est-à-dire se lever, à avoir un dimensionnement qui nous permette d'être des hommes de valeur. Et pour servir, si on ne s'engage pas, on ne se mouille pas, on ne pourra pas arriver. Votre leitmotiv, atteindre 106 ans, d'autres n'ont peut-être pas la même perspective que vous ou les mêmes signes qui leur donnent du mental. À eux, vous leur direz quoi face à une situation pareille? Non, je demande à tout un chacun de pouvoir s'armer. Vous savez, nous devons tous laisser une empreinte. Nous sommes en mission ici terrestre. On parle de Dieu, c'est vrai. Il nous donne la capacité de pouvoir se mettre. Malheureusement, il y en a qui ne décident pas de leur mission. Nous venons, certains pour suivre, certains pour écouter. Malheureusement, c'est là que l'Occident nous rabâche. Ils n'ont rien fait de noble. Quand on essaye de regarder l'histoire, j'ai demandé à un jeune homme un jour, donnez-moi le nom de l'université la plus célèbre du monde. Chacun va vous parler de Oxford Harvard. Mais quand vous allez lui parler de l'université de Sankore, qui est à Tombouctou, au Mali, tout le monde sera effaré. On va vous dire, mais non, c'est pas possible. Et quand on va demander les caméras et autres, qui a inventé les ceci, cela, on ne va pas se retrouver. Quand on nous cache tout, nous refusons de nous ouvrir. Soyons forts, surtout dans un pays comme le nôtre, où nous sommes arrivés à comprendre, par exemple, l'établi de notre élément pour rassembler toute l'Afrique. De l'Afrique, sois fidèle enfant et progresse toujours en paix, espérant que tes jeunes enfants t'aimeront sans borne à jamais. Nous sommes l'émanation de la vie en Afrique et tout Camerounais qui n'est pas capable de pouvoir se mettre, prendre la résolution de dire que servir, c'est pas que je me sers, mais que je puisse rassembler autour de moi, mettre ailleurs la distance, la paresse et qu'on puisse se résumer en disant nous sommes tous des frères. Merci, M. Mbambokoum. C'est moi qui vous dis merci. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent en mer. Il y a ceux qui vivent à Limbé, à Kribi, à Yoyo au Cameroun ou dans d'autres villes et qui forcément vivent ce type de situation, ceux qui vont à la pêche illicite, même la pêche qui est licite. Et ils vivent des traumas comme les vôtres. Il y en a qui décèdent finalement. C'est un peu un signe d'espoir lorsqu'ils vous regardent aujourd'hui de se dire que ça peut arriver et on peut survivre malgré le fait qu'on n'ait finalement rien avec nous qui puisse nous amener à nous en sortir tout seul. Et directement, on va s'adresser au docteur. Vous avez écouté l'histoire de M. Mbambokoum. Bien sûr. C'est un miraculé de la mer, s'en sortir sur une aussi longue distance et pendant d'aussi longues heures, sans bouée de sauvetage, sans gilet, rien du tout. Est-ce que pour vous, un accident face aux éléments naturels, l'air, la forêt, le feu et tout ça, amplifie le syndrome post-traumatique ou pas du tout? Alors, on va dire que c'est une évidence. Hein? C'est une évidence. Donc, quand je suis l'histoire du monsieur, je suis vraiment très admiratif parce qu'il a fait preuve de courage et ça, c'est vraiment tout à son honneur. Hein? Maintenant, tout événement, que ce soit naturel ou je ne sais pas trop quoi, ou causé par l'homme, qui peut générer du stress, peut créer ce qu'on appelle un trouble de stress post-traumatique. Ouais. Et donc, dans son cas, par exemple, on va voir qu'il a beaucoup de mécanismes psychologiques qu'il a déployés qui ont fait qu'il puisse survivre à ça. Parce qu'on ne va pas dire que tout le monde aurait la même chance que lui, mais il a quand même eu la chance d'avoir cette disposition et qu'on appelle l'instinct de suivi, qui était le premier support qui a permis de pouvoir dire que bon, là, je ne veux pas me laisser abattre. Mais face à un stress, il y a quand même 3 réactions. C'est-à-dire qu'il y a la réaction de peur qui peut faire que finalement on se laisse abattre, on s'effondre, ou bien il y a la réaction de fuite. Ouais. Donc je ne peux pas confronter, donc je veux fuir, je veux trouver un moyen de m'échapper. Mais il y a aussi l'affrontement. Donc je sens que j'ai la capacité à faire face à la situation. Et c'est la disposition qu'il a eue. Et ça l'a permis donc de pouvoir se souvenir des techniques qu'il avait de nage qui pourraient le permettre de s'en sortir. Maintenant, peu importe qu'il se soit en sorti de la situation, il y a quand même une empreinte dans la mémoire qui va être traumatisante. Voilà. Les cauchemars, après 4 mois, c'est tout à fait normal. Et il faut savoir que quand on a vécu un événement, il y a 70% des cas qui réussissent à se résoudre seuls. C'est-à-dire 70% des traumatismes après un événement comme il a vécu ou bien comme tout autre parviennent à s'en sortir. Il y a quand même 30%
qui développent un syndrome de stress post-traumatique qui peut être chronique, qui peut être complexe, qui peut se complexifier avec le temps. Donc, on va dire que lui, ayant des mécanismes de défense un peu solides, ça l'a permis quand même qu'il puisse s'en sortir peut-être au bout de 4 mois sans suivi. Mais voilà, c'est vraiment un cas très exceptionnel, comme on l'a dit, et ça force l'admiration. Donc, peut-être il devait être coach pour pouvoir accompagner des personnes qui ont besoin de cette disposition mentale pour pouvoir faire face à des situations. Oui. Mais ceux qui n'ont donc pas cette disposition mentale comme lui, eux, comment est-ce qu'on devrait se comporter? On parle de la famille, des proches. Vous avez un proche qui revient d'un traumatisme pareil. Comment est-ce qu'on l'accueille? Comment est-ce qu'on vit avec lui pour l'amener, nous, à l'accompagner, à sortir complètement ce traumatisme-là de son esprit? Alors, la première des choses, c'est que quand il revient de ce traumatisme, il y a ce qu'on appelle le traumatisme vicariant, c'est-à-dire secondaire. C'est-à-dire, le simple fait de raconter son histoire peut traumatiser quelqu'un. Okay. C'est pas que la personne a vécu la situation. Donc c'est que il raconte l'histoire et la personne s'imagine, la personne se fait la scène dans sa tête et ça commence à le traumatiser. Donc ça fait que si la famille n'est pas dans cette disposition de traumatisme secondaire, l'attitude à adopter, ce serait vraiment d'écouter la personne, de le soutenir et sans toutefois juger, parce que ce qui se passe aussi, c'est que un traumatisme va avoir un écho plus fort en fonction du retour que les gens donnent. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que si je viens, je vous dis, en venant ici, j'ai failli me faire percuter par une moto, par exemple, et que vous me répondez, ben, pourquoi tu n'as pas regardé avant de traverser la route? Ça va me donner l'impression que c'est de ma faute. Oui. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est une attitude qu'il ne faut pas avoir. Ça va me donner l'impression que c'est de ma faute. Et si ça me donne cette impression, je vais donc culpabiliser plus et l'impact serait plus fort. Alors par contre, si, par exemple, vous me dites, oh là là, les benskinners, généralement, ils ne font pas très attention. Ouais, ça va me déculpabiliser un peu. Ouais. Donc, l'attitude qu'on a face à la personne qui a vécu la situation serait déterminant si, finalement, la personne va développer un traumatisme plus grave ou bien moins grave. Donc, il faut savoir raison garder, hein? Éviter d'avoir des attitudes qui visent plutôt à faire culpabiliser la victime lorsqu'elle arrive et qu'elle nous raconte la situation. Exact. Parce qu'on a beaucoup tendance à se dire « Oh, mais ouais, ce n'est que ça, ce n'était qu'un naufrage, vous n'êtes pas le premier, donc après, ne donnez pas l'impression que votre histoire était exceptionnelle. » Il y a beaucoup de personnes qui réagissent ainsi. Oui, oui. Non, mais d'autres vont aller jusqu'à dire « Mais vous n'avez pas été vigilant, pourquoi vous n'avez pas pu voir ce qui... » Ça veut dire que vous étiez peut-être distrait ou bien sorti des trucs comme ça. Et ça n'aide pas la personne à sortir. Même si la personne est fautive, c'est elle la victime. Ouais. On ne doit pas, je ne sais pas trop quoi, creuser dans la plaie. On doit l'aider à pouvoir sortir de la situation. Donc, enfoncer le couteau dans la plaie, ça ne va pas l'aider, ça va juste aggraver la situation. Donc, c'est l'attitude qu'on a envers la personne qui va l'aider finalement à se reconstruire. Merci, docteur, pour cette première histoire. L'histoire de Madame Laura Stetty et Guy Merlin-Fongan, c'est dans un instant. Laure Stetty et Guy Merlin-Fongan vivent avec le vitiligo. Laure est aujourd'hui mariée, mère d'enfants. Elle vit avec le vitiligo depuis plus de 30 ans. Merlin, lui, se débrouille comme il peut. Ce qu'ils ont en commun, ce sont des préjugés, des regards, le mépris parfois, la mise à l'écart à cause du vitiligo. Comment avez-vous su que vous avez le vitiligo? Cette question est très pertinente parce que il y a des moments où je me dis, j'aime pas trop souvent parler de ce qui, à un moment donné, me blesse. Oui. Mais je pense qu'il faut bien le dire parce qu'il faut que les gens comprennent un peu. Au début, j'avais l'âge de 10 ans quand tout commençait. Mais au début, on ne savait pas exactement ce que c'était. C'est-à-dire ni les parents, ni moi-même. Voilà, je voyais des petites taches qui apparaissaient sur le coin de l'œil. Voilà, on a l'impression au début que c'était les taches de dartre. Et après, ça allait s'estomper. Si bien qu'à un moment donné, je grandis avec ça, 11 ans arrivent, 12 ans, ainsi de suite. Je me rends compte que les taches commencent à être prononcées. Donc elles grandissent, elles je vais dire quoi, elles touchent un peu, elles se répandent un peu sur les parties visibles de mon corps et
ça devient compliqué parce que je ne comprends pas ce qui est en train de m'arriver. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je suis dans une maison où on est plusieurs enfants. Papa, maman gardent leur mélanine noire, mes frères et sœurs aussi, mais moi, je deviens blanche. Jusque-là, la question ne me perturbe pas beaucoup parce qu'entre-temps, je me dis, peut-être à un moment donné, ça va passer. Jusqu'à ce que j'atteigne mes 14 ans, c'est là où à l'époque, je contracte un palu et ma maman se dépêche de m'amener à l'hôpital. Et pendant que nous sommes à l'hôpital, plus précisément l'hôpital à Quintini, c'est de là qu'une amie à elle lui dit, mais Chantal, tu n'as pas remarqué que l'enfant, là, sa peau change beaucoup. Elle devient de plus en plus blanche. Ma maman lui dit vraiment, moi je sais pas trop. C'est là où son ami lui dit, mais il faut que tu ailles consulter. Ouais. Et à l'époque, vous savez, les parents connaissaient beaucoup plus la pédiatrie, les médecins généralistes. Ouais. On ne savait pas encore qu'il y avait des spécialistes pour les problèmes de peau. Donc du coup, elle attire l'attention de ma maman et c'est comme ça qu'elle arrive à la maison et dit à mon papa, je pense que les tâches là évoluent un peu et si on allait voir un spécialiste. On arrive chez le docteur Melo à l'époque, qui découvre, elle essaye un peu d'examiner, c'est là où elle nous dit, elle dit à mes parents, parce que je me souviens qu'ils étaient devant moi, mais la réaction que mes parents ont eue, je vous assure, c'était terrible. Parce que ma maman ne savait pas ce que c'était. Ouais. Vous savez, à l'époque, on a tendance à se dire, dès qu'un enfant a un truc qui est un peu différent, on taxe ça de la sorcellerie ou bien, voilà, sûrement, elle est allée peut-être attaquer l'enfant du voisin et le voisin a riposté, un peu comme ça. C'est là où on dit à ma mère, votre fille a le vitiligo. C'est-à-dire qu'elle est en train de perdre la mélanine de sa peau. Vous l'avez en quantité, mais votre enfant développe une carence. Je vous assure, ma mère s'est effondrée. Elle est tombée en larmes. Moi, cette réaction-là, ça m'a un peu choquée parce que je me suis dit, mais attends, j'ai quand même vécu des années avec ça avant qu'elle ne découvre ce que c'est. Là où elle s'alarme le plus, c'est là où on lui dit, malheureusement, on n'a pas de traitement. Okay. Donc, elle va blanchir. Demain, un matin, vous allez vous lever, elle sera complètement blanche. Moi, je commence à paniquer parce qu'au niveau scolaire, c'était déjà pénible. Les camarades de classe, c'est un milieu, j'appelle ça souvent la mafia, parce que là-bas, c'est sans pitié. On a des enfants aujourd'hui qui, en dehors du vitiligo, ont des problèmes au sein de l'établissement. C'est-à-dire, on appelle ça quoi? Ils sont sujets souvent à des persécutions ou bien des railleries. Des railleries. Oui. Moi, à cette période-là, je ne pouvais pas partager le même banc que mes camarades de classe. Et vous fuyez? Effectivement, parce que certains disaient, bon, j'avais des sobriquets. Oui. Vous voyez, je parle ça, l'émotion est en train de monter parce que je suis en train de refaire le feedback de tout ça et il faut bien qu'on en parle. Oui. J'arrive à l'école, les bancs, généralement, à l'époque, c'était 4 par banc. Par banc, effectivement. Mais moi, je me retrouvais seule. Et les enseignants regardaient Les enseignants, vraiment, ils s'en foutaient jusqu'à ce que ça dégénère à un moment. Parce qu'à un moment donné, les camarades manifestaient ça tout doucement jusqu'à ce que ça prenne de l'ampleur. Oui. Et ce qui fait qu'à un moment donné, ça jouait sur mes résultats scolaires. Parce que je ne comprenais pas comment est-ce que je suis dans une salle de classe. J'ai des amis qui, du jour au lendemain, décident de ne plus me parler. Je commence à me poser des questions. Mais qu'est-ce que je leur ai fait? Je viens, je m'assois, je ne peux pas venir. Vous savez, les copines, dès qu'on arrive, on sort d'un week-end, on se donne la bise. Comment tu vas, ma chérie? Je ne pouvais pas faire ça. Je me retrouve seule dans mon banc. Quand j'interpelle le prof, il me dit, mais attends, dérange pas les gens avec des histoires. J'étais donc mélangée et les sentiments et les... C'est-à-dire, j'avais l'impression que mon monde s'écroulait parce que je me rendais compte que le seul... Voilà, je me rends compte que le seul endroit où je pouvais rire avec quelqu'un, c'était à la maison. Ouais. Mais à l'école, pas moyen. J'étais généralement la première arrivée tôt à l'établissement pour éviter d'avoir les regards sur moi. Ouais. Et j'étais généralement la dernière à rentrer. Au fur et à mesure que les tâches augmentaient, parce que ce n'était pas statique, quand ça augmentait, je suis en train d'entrer dans l'âge de la puberté. Autour de moi, je vois des camarades, filles comme garçons, et filles surtout, se faire draguer, faire des petits jeux avec les... Voilà, à un moment donné, je suis dans mon coin. Parce que je ne peux même pas me permettre d'aller demander à un camarade, pardon, j'ai besoin d'un stylo ou bien lui dire bonjour.
Immédiatement, quand les camarades se rendaient compte que si un garçon passait et me disait bonjour, et que tu t'intéresses à la qualité de choses là. Donc tu vois le démon comme ça, là tu veux aussi t'approcher du démon. Mais c'est fort ça. C'est le premier sobriquet que j'ai reçu. Démon. Le deuxième sobriquet, c'était, on m'appelait le guépard. Wow. Ensuite, le guépard, c'est passé à maquillage raté. Apparemment, elle a voulu faire le Jansa. C'est vrai que le mot Jansa, c'était pas ce qu'on employait à l'époque. Oui. Elle a voulu faire le maquillage. Ça n'a pas donné. Pour d'autres, c'était que non. C'est sûr qu'elle allait attaquer quelque part. On a jeté le mousson. Ça, c'est un peu pour qu'on comprenne. Et au fur et à mesure, ça me perturbait énormément. Maintenant, je devenais timide. À la maison, je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais même pas exprimer ce que je ressentais. Tout le ressenti à l'école. Voilà. Est-ce qu'on vous a changé d'école entre-temps ou vous êtes resté dans le même établissement? Je vous assure, tout mon cursus scolaire, je n'ai pas fait une année pleine dans un établissement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on se rendait compte que la pression devenait forte dans cet établissement, on me changeait au fur et à mesure. Je me suis retrouvée en train de faire mon cursus scolaire en ayant fait au moins peut-être 5 ou 6 établissements. Et à chaque fois, ça ne s'améliorait pas parce que le dernier établissement où je fais ma classe de terminale, c'est là où véritablement les professeurs sont regardants. Okay. Parce qu'ils se rendent compte que dans la salle de classe, il y a des activités, mais elle ne participe pas. Quand il y a un truc à faire, elle n'est pas motivée à venir faire. J'étais toujours dans mon coin. Parce que l'objectif dans ma tête était d'éviter qu'on me balance encore des paroles au visage. Il y a une scène qui m'a choquée au point où je suis carrément rentrée à la maison. Et on était en pleine évaluation. Oui. C'est-à-dire j'ai déposé les bics, tout. Je suis sortie, marché jusqu'à ce que je voie le portail de ma maison et je suis entrée, aller dans la chambre. J'ai fait au moins 3 jours, je ne suis pas sortie. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? Ce qui se passe est que pendant qu'on est en train de... C'était une épreuve d'anglais. La prof était en train d'inscrire le sujet au tableau. Et pendant qu'on est assis, je me rends compte que le banc, vous savez, les bancs scolaires sont tels que, à un moment donné, quand on le classe mal, c'est serré. Ouais. Je me retrouve avec le banc dans le dos. Donc voilà la posture que j'ai dans mon siège. Et à un moment donné, je dis à la camarade de face, je lui dis, s'il te plaît, avance un peu. Parce qu'elle, elle est carrément assise, elle est bien installée. Ouais. Je lui dis, s'il te plaît, est-ce qu'il y a possibilité que tu te redresses un peu pour que je puisse avancer mon banc? Parce que je suis très mal assise. Bon, la première fois, elle ne m'a pas gérée. C'est comme si personne ne s'adressait à elle. Je reviens, je lui dis, maman, s'il te plaît, c'est à toi que je suis en train de m'adresser. Elle se tourne, elle me toise. Elle me dit, toi, tu fais comment pour pouvoir même respirer, pour pouvoir me parler? Mon Dieu. J'étais estomaquée. Elle dit, les gens comme toi doivent rester dans un endroit où il n'y a pas de lumière. Parce que tu fais peur à voir. Tu n'es pas agréable à voir. Excusez-moi. Je vous assure, je me suis levée. J'avais mon stylo. On est en pleine évaluation qui compte pour le 2e trimestre de cette année-là. J'ai tout déposé. Je suis sortie. Parce qu'à cet instant, la seule chose qui me venait en tête, c'était Seigneur, s'il y a possibilité, permettre qu'une voiture me percute, m'écrase, me broie même sur, afin que je meure. Parce que ce que je suis en train de subir là, je ne me suis pas préparée à ça. C'est quand même fort. C'était très fort. Oui. Le professeur me voit sortir, ne me demande pas, il y a quoi? Tu vas où? Rien du tout. Elle est concentrée sur ce qu'elle avait à faire. Et je suis allée dans ma chambre. Ma mère même m'a vu entrer à la maison. Elle était en train de faire le repas. On devait être dans les 10h30. Elle n'a pas compris que, mais ils sont là à l'école. Qu'est-ce qu'elle fait à la maison? Je vais dans la chambre, je ferme ma porte à clé de l'intérieur. Je me jette au sol, j'ouvre les bras, je dis, papa, si même le toit, si même la dalle là pouvait s'écrouler sur moi. Parce que franchement, je n'avais plus de raison de vivre. Enfin, c'est comme ça que je voyais les choses. Mon père est arrivé le soir et il a pris le temps, il l'a cogné. De 3 jours, je suis là sans manger, sans boire, rien. On a dû défoncer la porte parce que l'idée était de me laisser mourir. Quand ma mère, finalement, ils ont réussi à ouvrir la porte, elle me dit, pourquoi tu veux faire ça? Les parents étaient en larmes. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Explique-nous. Quand j'ai pris le temps de leur raconter ce qui se passait... Toutes les souffrances depuis autant d'années. Je vous assure, les parents... je pense que c'est à partir de ce jour-là que les parents ont commencé à comprendre ce qui m'arrivait et m'accompagner. Ouais. Parce que le temps passe, je prends de l'âge. 16 ans arrivent, 17 ans arrivent, 18 ans. Quand j'atteins l'âge de 18 ans,
je me rends compte que pendant ce temps, je fais la chorale. Je fais la chorale depuis toute petite. Je me rendais compte que les seuls milieux où j'étais vraiment à l'aise, c'était dans la présence de Dieu et c'était à la maison. Au moins, à la chorale, on ne vous évitait pas. La chorale, non. À un moment donné, on est là, on sert le Seigneur. Même s'ils avaient des pensées, ils essayaient d'enfuir ça en eux. Oui. Ils ne le mettaient pas de façon aussi visible. Brutale qu'à Voilà, l'école. aussi brutale. Et à un moment donné, le pasteur qui était en service en ce moment-là observe et il me dit, je veux parler avec toi. Je veux avoir une conversation sérieuse avec toi parce que je me rends compte que si tu continues dans la lancée où tu es en train de... Tu vas même te permettre de vouloir te suicider un matin parce que tu subis, tu n'arrives pas à encaisser. Ouais. Parce que, et il m'a dit une phrase qui m'a, je vais dire quoi, qui m'a buté l'esprit. Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait que je me reprenne. La phrase qu'il m'a dite, c'est quoi? Il m'a dit, les railleries, les frustrations ne vont pas s'arrêter. Tu n'as encore rien vécu. Je suis en train de te préparer psychologiquement parce que ça arrive et ça va être plus que ça. Parce que tu es une jeune fille. Demain, par la grâce de Dieu, tu vas entrer dans un foyer. Donc, il y a encore tellement de choses que tu vas vivre. Donc, pour le moment, on a eu une conversation. Il m'a prise en retraite spirituelle. Ouais. Et je vous assure que quand je suis sortie de cette retraite spirituelle, après 1 mois de jeûne, de prière et me disposer spirituellement à Dieu, Accepté. le Seigneur m'a armée. Il m'a armée tellement fort qu'aujourd'hui, ça fait 30 ans que je vis avec le vitiligo. J'ai 40 ans cette année, précisément à la fin de ce mois. Il m'a dit, parce qu'à un moment donné, les railleries devenaient un peu comme si c'était, je vais dire quoi, quand vous faites une course, Ouais. une course de résistance, peut-être à chaque parcours, Il y avait sur une 200, flèche. 300 mètres, Il y a une flèche. il y a des bouteilles d'eau qu'on a déposées un peu quelque part. C'est-à-dire les flèches arrivent et après on te dit, tu vois une bouteille d'eau pour te rafraîchir. Ouais. Et tu continues à avancer. C'était devenu plutôt un carburant Je pour devenais avancer. plutôt un carburant parce que je me disais, il y a 2 options. Soit le vitiligo me tue, soit le vitiligo me permet de me surpasser et de réaliser des choses. Et justement, aujourd'hui, vous avez fait un parcours scolaire, pas d'amis, pas de petits amis, tout le monde qui vous... Mais aujourd'hui, vous êtes marié. Marié Avec des aujourd'hui. enfants. Et avec le mariage, c'était pas facile. Parce que monsieur, s'il avait écouté sa famille et les amis, il ne serait pas marié avec moi. Lui, il l'a observé parce que lui aussi, il sortait d'une autre chorale Ok. dans la même paroisse. Voilà. Il a pris le temps de m'observer parce que à un moment donné, vous savez, quand ce que je dégage souvent, c'est que quand les gens me voient la première fois, ils sont curieux. Mais qu'est-ce qu'elle a eu? Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Et tout et tout. Mais quand ils voient, je vais dire quoi? Comment est-ce que je me comporte? Ouais. Ils se rendent compte que, mais attends, apparemment, ça ne la dérange pas. Hein. C'est même plutôt comme si c'était une force pour elle. C'est ce qui, au début, il a observé ça parce que, vu comment lui-même il est de caractère, il s'est dit, si je suis un homme de caractère, il faut une femme de caractère à m'écouter. Il l'a observé. Quand il est venu vers moi, commencer, vous savez, l'homme ne vient pas directement te draguer, il prend le temps. Ça a duré 6 ans, hein, c'était pas facile. 6 ans de drague. 6 ans de drague. Parce que moi, dans ma tête, je me disais, non, enfin, c'est ce que je me disais avant. Moi, comme je suis là, apparemment, je suis le guépard, je suis. Comment ce type n'arrive pas à voir ce que les autres voient? Il me voit plutôt comme quelque chose qu'il faut repousser. Mais toi, tu viens avec... C'est quel courage, ça? Il dit, maman, tu ne peux pas comprendre, c'est le cœur. Mes amis m'ont dit que c'est que là où tu vas, là, toi-même, quand tu regardes comme ça, la nuit, tu ne vas pas dormir et te réveiller dans la nuit, en sursaut le matin et voir qu'elle va t'effrayer. Il a dit non, je ne suis pas en train de regarder ce que je vois physiquement. C'est une enfant qui est petite fille de laïc. Moi, je suis petit-fils de laïc, de pasteur. Et quand j'observe ses agissements, la manière qu'elle se comporte, elle est posée, elle est bien. Si je dois épouser une femme dans cette paroisse, c'est elle que je vais épouser. Et après 6 ans. Il a parlé à sa maman. Ils ont fait des démarches et tout. Moi, je n'étais même pas au courant. C'est genre, on me dit, tu as ton appréhension dans la tête. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne vais pas faire comme les autres hommes. Je ne vais pas prendre le temps de venir casser tes oreilles avec tu es belle, tu me plais, patati. Non. Je suis restée un soir chez nous, au balcon, là, à la maison. Je le vois débarquer à la maison. Il arrive, j'ouvre le portail. Mon père lui dit, hé, fils, tu es là, hein? Viens t'installer, viens, on entre au salon. Moi, je le regarde, j'ai dit, le type s'y fait quoi ici? Et mon père l'appelle fils. La relation qui les lie, c'est laquelle? Je ne savais pas qu'ils avaient pris le temps derrière. Bref, pour vous dire que de ce côté-là, Ouais. ça s'est très bien passé. Les gens ne venaient pas à mon mariage
en pleine paroisse pour, comment on dit, le culte du mariage. Les gens ne venaient pas parce qu'ils étaient tellement fiers de savoir que Laure se marie. Parce qu'on venait surtout plus par curiosité. Ouais. Sûrement, le gars est aveugle. Sûrement, il est boiteux. Sûrement, il est handicapé. Peut-être c'est un gars qui a désespéré. Voilà un peu les choses qui étaient dans la tête. Parce que, je dis ça pourquoi? Parce que lui, personnellement, il est arrivé un peu tôt. Le marié arrive tôt, bien habillé. Il fait un peu le tour des invités parce que la majorité des invités ne le connaissaient pas physiquement. C'est là où il tombe sur un ami, Keris, qui lui dit, gars, le scoop de l'année, est-ce que tu sais que Stéchi se marie? Bon, à l'époque, je ne portais pas encore le nom de Stéchi parce que Stéchi, c'est Stéphanie, épouse Tchengan. Ouais. C'est pourquoi j'ai pris le Sté et le Ti pour faire Stéchi. Elle, il dit, ah bon, elle se marie. Bon, c'est avec qui comme ça? Dit que mon frère, nous, mais on est là en wait parce que, permettez-moi le langage, hein, nous-mêmes, on attend parce qu'on veut voir. C'est sûr que le gars, il est trop laid. C'est sûr qu'il a les boutons, c'est sûr que, je ne sais même pas, c'est sûr qu'on va, vous comprenez? Les gars ne savaient pas que c'était lui le mari. Quand ma voiture arrive, je suis toute belle, toute maquillée, bien mise dans ma très belle robe. Il vient, il ouvre la voiture, il me fait sortir la voiture, il me donne une bise centrale devant tout le monde. Je vous assure qu'il y en avait s'ils pouvaient faire ça et disparaître. Ils auraient disparu. Ils auraient disparu. Mais bref. Aujourd'hui, vous avez des enfants. Aujourd'hui, nous avons des enfants. Comment est-ce qu'ils vivent cette différence-là? Lorsque vous allez à l'école avec leurs amis, comment est-ce qu'eux, ils apprécient ça aujourd'hui? Les enfants aujourd'hui sont émerveillés. Émerveillés par la mentalité, le mindset que j'ai développé. Ouais. Surtout que quand je les élève à la maison, je ne me comporte pas comme une femme qui a un problème. Ce n'est que quand je me mets devant un miroir que je veux me peigner les cheveux ou bien vérifier si j'ai bien mis mon vêtement, que je me rappelle que j'ai le vitiligo. Ma première fille, par exemple, l'aînée, qui a 18 ans aujourd'hui, elle organise je vais dire quoi, lors des kermesses à l'école, elle organise des petits plateaux parce qu'elle en est aussi la présidente de la coopérative. Ouais. Elle organise souvent comme ça des petits plateaux où on vient parler du vitiligo. Elle m'a invité plus de 2 fois déjà. Quand j'arrive, je parle, ils ont une autre idée. Et elle, personnellement, elle est restée dernièrement à la maison. Elle a vu une petite tache sur son bras. Elle était tellement contente. Elle dit, maman, j'espère que ma part va grandir comme pour toi parce que j'ai envie que ça me prenne un peu. Quand je marche en route avec toi, on nous voit comme 2 jumelles. Un truc. Je suis là, je regarde l'enfant. Je dis que, ouais, maman, je suis en train de bagarrer pour que ma part parte. Toi, tu bagarres pour que ta part vienne. Comment? Donc, en fait, j'ai compris que elle, personnellement, ça ne l'a pas affecté plus que ça. Oui. Et c'est la même chose pour les autres. Voilà, parce qu'il arrive parfois que je peux manifester devant elle. Quand je dis manifester, c'est parfois m'asseoir à la fin d'une journée avec tout ce que j'ai reçu au visage. Je peux parfois me retrouver en train de craquer légèrement. C'est là où elle vient et me dit, maman, pourquoi je vois tes larmes? Ne me dis pas que tu pleures par rapport à ce qu'on a déjà... Je pense qu'on a laissé ça derrière nous. Je dis non, je pleure parce que j'ai reçu une question. Je pleure parce qu'à l'époque, il y avait un couple qui ont failli se séparer à cause du vitiligo. Okay. Parce que la jeune dame, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils sont mariés, ils vivent au Canada tous les 2 aujourd'hui. Mais le monsieur, au départ, suite à un stress je vais dire quoi, elle a subi beaucoup de stress et elle a commencé à développer le vitiligo dans les lèvres. Okay. Donc ça débordait un peu, ça prenait quelque part là. Et le gars, à un moment donné, c'est-à-dire son fiancé à l'époque, lui dit, j'espère que ce qui est en train de commencer à sortir sur toi là, c'est pas contagieux parce que moi je veux pas d'une femme avec des taches bizarres sur le corps et tout et tout. Je vous assure, ça l'a tellement touché parce que et quand ça la touche, ça la fait mal. Moi, ce qu'il faut qu'on comprenne pour la suite de ce que je vais dire, c'est qu'à la base, je suis artiste chanteuse gospel. Oui. Voilà. Donc, depuis 10 ans, je le fais de façon professionnelle. Voilà. Et ce qui fait qu'elle a eu l'occasion pendant qu'elle swappait sur Facebook, son mari aussi, elle tombe sur ma page. Ouais. Elle voit ce que je fais, elle dit, mais attends. Moi, j'ai cru que j'étais la seule au Cameroun à avoir ce problème. Donc, on en a une comme ça qui non seulement se permet de se montrer devant les écrans. Donc, c'est de là qu'elle me contacte, parce que j'ai toujours un contact que je mets sur ma page. Elle me contacte et c'est là où elle demande à me rencontrer. Donc, aujourd'hui, vous êtes un modèle
de résilience face au vitiligo. Vous vivez avec, vous avez une famille. Donc, tous ceux qui nous regardent aujourd'hui qui ont le vitiligo prennent un peu d'espoir lorsqu'ils vous regardent. Effectivement. Et à côté de vous, justement, on a Guy Merlin Fogan. Lui aussi a du vitiligo. On ne va pas revenir sur comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce qu'on a découvert, mais j'aimerais comprendre. Est-ce qu'il y a une épreuve particulière de mépris jusqu'à aujourd'hui que vous n'arrivez pas à digérer liée au vitiligo? Non, en fait, moi en particulier, je n'ai pas beaucoup d'expérience, je vais dire émotionnelle avec le vitiligo parce que moi, je m'étais préparé à l'avant parce que mon grand frère, il avait ça déjà. Mon grand frère, il avait ça. Donc, quand j'ai vu tout ce qu'il a vécu avec le vitiligo, je me suis dit, bon, s'il y a jamais un jour quelqu'un d'autre a ça, comment est-ce qu'il va faire? Et curieusement, j'ai eu ça. J'ai eu ça, c'était en 2012-2013 comme ça. Les taches ont commencé à apparaître sur ma lèvre. J'ai couru, je suis allé dire à maman, maman regarde, ce que les trucs, en fait, même à l'époque, on ne connaissait même pas, nous on ne connaissait pas encore le nom, que ça s'appelait le vitiligo. Ouais. Je suis allé, j'ai dit à maman que, mais maman regarde, les trucs qui sont en train de sortir sur Romaric, c'est en train de sortir aussi sur moi. La réaction de maman était de savoir. Elle a dit, certainement vous avez vu la réunion secrète de la chefferie qui est interdite de voir aux autres. Elle dit que non, on est tous là. Et on n'a même jamais, la réunion là, on n'a même jamais l'occasion de partir. La réunion, la chefferie est loin. Donc c'était comme ça. L'épreuve que j'ai vécue avec le vitiligo, c'est en milieu scolaire. Ouais. Je me rappelle en terminale. En terminale, on était 27 en classe. En terminale, puisque j'ai fait une série, j'ai fait la technique. Il n'y avait probablement pas trop de place. Mais moi également, j'étais assis sur mon banc seul. Assis sur mon banc seul. C'était très difficile d'arriver le matin comme ça et se saluer entre les camarades à la main. Il fallait tendre la main à un camarade comme ça, il regarde mes doigts et il dit que, mais gars, tu veux m'amener ou tu veux mettre tes trucs là sur moi, gars. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Comment est-ce que tu peux avoir une peau blanche et en même temps une peau noire? C'était un peu comme ça. Et également, ça a continué à l'université, quand je faisais l'université de Tchang. Oui. Vous imaginez, dans une amphi de plus de 800 étudiants, oui, 800 étudiants. On a de la peine. Les gens sont même assis dans les couloirs pour faire cours. Mais dès que j'arrive là, si je dis à un camarade que, gars, pousse-toi un peu, je m'assois, tout le banc va se vider. Pratiquement tout le banc va se vider avec les gars. Toi, tu veux nous mettre. On n'a jamais vu quelqu'un. Donc, c'était comme ça. On me traitait d'extraterrestre, d'autres me traitaient d'apprentis fumeurs. Tout ça, tout c'est. On a. Donc, tous les noms qu'on pouvait, en fait, les noms désastreux qu'on pouvait attribuer à quelqu'un. Ça fait que quand j'ai vu l'expérience de mon grand frère, parce que ça, moi, aujourd'hui, je ne peux pas parler de mon histoire de vitiligo sans parler de mon grand frère, parce que c'est vraiment lui qui a vécu vraiment l'expérience avec le vitiligo. Oui. Aujourd'hui, il est en Centrafrique. À l'époque, il faisait, je pense, il a échoué le probatoire à cause du vitiligo. Quelque chose, on ne pouvait même pas, quand il a échoué le probatoire, les gens se sont étonnés que, mais comment un élève aussi brave que lui peut échouer. Mais on a compris que c'était en fait le stress avec les préjugés qu'il vivait au quotidien. Où chaque jour, il est partagé entre, qu'est-ce qu'il veut dire, les insultes qu'on va lui donner, à prendre, ou bien les hôpitaux, parce qu'on a cherché à soigner ça, mais finalement, quand il partait à l'hôpital, on faisait des examens, on disait que non, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, tout le monde était troublé. Nous, la famille, tout ça. Bon, on a pris ça en nous. On a dit que bon, peut-être c'est quelque chose qui est arrivé. C'est un mauvais sort qui est arrivé aussi comme ça. Et on se posait également les questions. Mais pourquoi seulement les deux? Oui. Puisque nous ne sommes que deux. Dans une famille, nous sommes 8 à nos parents. Okay. Nous ne sommes que 2 qui avons ça. On n'est que 2 avant. Donc on se demandait, mais pourquoi? On se dit directement que c'est un sort qu'on nous a jeté. C'est aujourd'hui peut-être que le vitiligo est un peu plus connu. Que vous comprenez que c'est le vitiligo et pas un sort. Et pas un sort, justement. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure que votre grand frère, on essayait de le soigner, ça se soigne? Vous suivez des thérapies? Est-ce que vous faites des allergies? Est-ce que tout va bien? Bon, chez moi, tout va bien. Et il y a simplement quelques petites astuces que je dois éviter.
éviter de beaucoup stresser, éviter certains aliments peut-être comme consommer beaucoup de sucre qui n'est pas bien, justement. Et éviter tout ce qui peut qui peut me faire stresser. Donc quand moi je suis là, moi je n'ai pas de problème. Vous prenez tout sport maintenant? Oui, je prends tout sport. Aujourd'hui, c'est même un plaisir pour moi de parler du vitiligo. Parce que ça ne se passe aucune journée sans que je ne parle du vitiligo. Ouais. Je suis à Yaoundé, quand je sors, tout le monde, il y a les gens qui vont dire, mais l'eau chaude, tu faisais quoi à la cuisine? L'eau chaude t'est brûlée sur toi. Donc, je prends maintenant le temps de les expliquer que non, comme ça, c'est une maladie et tout, et tout, et tout. Vous voyez comment vous avez la peau noire. Moi également, j'ai la peau noire, mais sauf que la substance qui nous donne la couleur noire, je n'ai pas suffisamment pour que ça me donne. Donc, c'est un peu ça. Et quand j'explique maintenant aux gens comme ça, c'est là où ils comprennent que non, véritablement, c'est une maladie, c'est pas une brûlure, c'est pas un mauvais sort, c'est pas de la sorcellerie. Mais nous sommes des... Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que le vitiligo vous a fermé des portes? Vous en avez l'impression? Non, non, pas jusqu'à présent. Je n'ai pas encore... Je ne crois pas que le vitiligo m'a fermé les portes. Plutôt... moi, je vais utiliser mon vitiligo peut-être pour m'ouvrir les portes, puisque si j'arrive à un endroit, tout le monde peut-être aura une peau uniforme, mais moi, par exemple, on va me voir avec une différence de peau. Peut-être les gens vont aussi beaucoup s'intéresser à moi et c'est là où peut-être je vais profiter de l'opportunité et puis faire valoir ce que je sais mieux faire. À l'époque, on vous a rejeté, vous étiez plus jeune. Aujourd'hui, on connaît un peu plus, mais pas toujours beaucoup le vitiligo. Vous êtes devenus adultes tous les deux. Est-ce que le rejet est le même ou ça a beaucoup changé? La question à tous les deux. Non. En fait, le rejet n'est plus comme avant. Okay. Aujourd'hui, même si quelqu'un nous jette une insulte dans la rue, moi, je vais courir vers lui pour l'expliquer en principe ce que nous sommes en train de vivre. Oui, je vais lui dire... Parce que le vitiligo peut atteindre tout le monde. Même vous qui êtes assise là, le vitiligo peut vous atteindre. Donc ne soyez pas surpris que vous vous levez un matin comme ça et vous voyez les taches apparaître sur vous. Plus c'est juste une substance qui est en manque dans l'organisme et ça peut arriver à tout chacun, oui, à tout moment. Vous voyez, il suffit de stresser. Mais ce n'est pas contagieux. Non, ce n'est pas contagieux, contrairement à ce qu'on croyait avant. Parce que quand moi j'ai commencé à avoir le vitiligo, du coup on savait que c'était contagieux. Parce que moi je cohabitais avec mon grand frère, je vivais, je dormais avec lui et tout ça. On pensait que c'était contagieux. C'est après maintenant qu'on a compris que non, ce n'était pas contagieux. Nous étions juste deux dans la famille qui avaient le vitiligo. Les appréhensions aujourd'hui, du moins ceux qui ont l'habitude de nous côtoyer, avant, les railleries étaient intenses. Parce qu'avant, les gens le faisaient de façon brute. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus calme. Pourquoi? Parce que le mindset que nous qui avons le vitiligo développons aujourd'hui, ou bien moi particulièrement, dans le métier que je fais, j'ai vécu une scène qui, finalement, s'est très bien passée à cause de mon attitude. J'ai failli perdre un contrat où il y a un couple qui m'appelle, qui me dit, parce que je fais du live, ils me disent, bon, pendant qu'ils sont en train de faire leur préparation de mariage, ils disent à leur maman, on a une dame là, elle fait du gospel, elle chante bien et tout et tout. Mais le problème, c'est qu'elle a sa peau là qui n'est pas très bien présentée. Est-ce que quand elle va venir devant les gens, ça va pas plutôt mettre les gens mal à l'aise et tout et tout? C'est sa maman qui lui dit, mais attends, toi tu veux une artiste qui va venir chanter pour ton mariage ou bien tu veux savoir si elle est... je sais pas moi quoi, bien présenté ou quoi, je comprends pas. C'est là où ils étaient un peu mitigés par rapport à ça. Mais je sais pas comment ça s'est fait, mais finalement ils m'ont contacté. C'est la mariée qui me dit, ouais maman, vraiment, ne prends pas ça mal. C'est juste que je veux bien que tu viennes chanter à mon mariage, mais j'ai peur que devant les gens te rejettent ou bien. J'ai dit, ma chérie, concentre-toi sur le fait de préparer ton mariage. Tu remets mon cachet et je viens faire ce que j'ai à faire. Quand j'arrive en salle, je vous assure, quand on m'annonce, j'avais demandé au DJ de me donner le micro, je chantais depuis la cabine. Quand j'ai commencé là-bas, les gens se tournaient là, elle est où et tout et tout. Quand je débarque dans la salle, parce que généralement,
j'ai transformé ce côté rejet-là dans la tête de telle manière que quand je vois même déjà la mine qu'ils ont sur le visage, dès qu'ils m'aperçoivent, vous comprenez. La première chose dans ma tête, c'est quoi? C'est que, Steph, concentre-toi sur ce que tu viens faire. Laisse ce qu'ils pensent. Au contraire, étonne-les avec ce que tu es sur le point de faire, afin qu'ils se concentrent sur ça. Quand je suis arrivée, j'ai fait ma prestation. Je vous assure, quand les mariés sont levés, toute la salle était debout. J'ai dû improviser quelque chose pour compléter ce que j'avais déjà commencé, pour ne pas que ce soit comme ça. Les gens étaient tellement émerveillés. Après, les gens prenaient les contacts. Il y a une dame qui est venue, qui m'a approché, elle m'a dit, maman, c'est juste une proposition. Hein. De temps en temps, quand tu viens faire un peu de make-up, parce que généralement, je ne fais pas de make-up. J'aime pas trop ça, parce que la peau est assez fragile. Elle m'a dit, fais un peu de make-up. J'ai dit non. Je suis mieux à l'aise quand je me présente tel que je suis. C'est-à-dire, ou vous m'acceptez, ou bien vous le laissez. C'est ça. Docteur, vous avez écouté les deux histoires. Ah oui. C'est des parcours peut-être un peu différents, mais au fond, il y a des traumatismes qui restent, des préjugés qu'on n'a pas oubliés. On essaie de les enfouir, mais ils sont toujours là. Comment construire, après tout ça, une armure psychologique face aux préjugés? Je vais d'abord commencer par dire tous mes encouragements à la dame et au monsieur, parce que ce n'est pas facile. Parce que ce qu'ils ont vécu, c'est ce qu'on appelle des traumatismes de l'enfance, donc qui sont des traumatismes les plus difficiles à traiter, parce que ça va impacter dans la personnalité de la personne. Donc quand vous êtes petit, on vous rejette. Quand les autres sont en train de jouer, quand vous êtes seul sur votre banc, quand les autres sont ensemble, quand on croit que vous êtes un monstre, ça retentit exactement dans votre ego et ça impacte sur votre estime de soi. Et l'estime de soi, c'est comme quoi? C'est comme le système immunitaire pour la santé mentale. Donc c'est un peu comme notre système de défense. Et quand ça s'est fragilisé, ça va justement créer beaucoup de problèmes. Et donc pour revenir sur la question exactement, c'est on peut voir qu'ils ont pu transformer justement ce qui était un problème, ce qui était vraiment un traumatisme en âme, en motivation. Et ça, c'est pas comme dans le cas du monsieur, c'est pas toujours facile. Voilà, il faut pouvoir à un moment donné se ressaisir, parce que quitter d'une dépression, d'une tentative de suicide, vers, voilà, je ne dois pas me laisser faire. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'efforts mentaux à faire. Parce que quand on est déjà au bord du suicide, ça veut dire ça ne sert plus à rien, on est triste tout le temps, on n'a plus de motivation, on n'a plus envie d'avancer. Mais il faut qu'il y ait vraiment un déclic pour qu'on puisse dire, ouais, là, il faut que je me lève, il faut que j'avance. Et généralement, ce déclic-là, dans certains cas, comme chez eux, on va voir quand même que chez eux, il n'y a pas une vulnérabilité personnelle qui est sur le plan de la personnalité qui est associée. Sinon, ça devait être plus complexe que ça. Parce que quand il y a ces vulnérabilités personnelles-là, on va voir que la situation va donc créer un problème au niveau de la neurobiologie du cerveau, voilà, pour pouvoir maintenir la personne dans la dépression. C'est pour ça que ce n'est pas tous les gens qui ont le vitiligo qui ont ce potentiel ou bien qui ont su transformer. Il y en a qui ne parviennent pas parce que c'est venu trouver un terrain un peu fragile. Vous voyez, dans notre personnalité, c'est deux choses. Il y a l'aspect biologique et puis il y a l'aspect donc caractère qui est acquis. Voilà, qui est justement la somme de nos expériences. Maintenant, les expériences, c'est comment est-ce qu'on les vit, comment est-ce qu'on les perçoit. Donc, si je perçois ça comme voilà, la fin du monde, je reste sur place. Mais si je perçois ça comme un challenge, comme un défi, comme ils ont fait, voilà, ça va les permettre finalement de rebondir sur la situation. Donc, on va voir que des études sont un peu mitigées parce qu'on va voir que chez certaines personnes, des expériences vulnérantes comme la stigmatisation contribuent à fragiliser la personne psychologiquement. Mais chez d'autres, ça vient comme un carburant pour les motiver. Et là, ça vient donc justement se poser sur l'aspect biologique de la personnalité, comme je le disais tout à l'heure, qui va permettre donc à la personne de se dire que bon, là, à ce moment, il faut que j'utilise cet élément comme outil. Comme une force. Oui, comme une force, pas comme une faiblesse.
Voilà, donc c'est en gros ça, et c'est vraiment assez courageux. Moi, je les regarde avec admiration. Je suis bien psychologue, mais je me demande si j'étais à leur place, est-ce que j'aurais la même force pour pouvoir surmonter la situation? Parce que c'est assez facile pour nous d'analyser une situation quand on est à l'extérieur, mais quand on l'agit, c'est totalement différent. Merci, docteur, et on va accueillir la prochaine histoire. C'est toujours une histoire tout aussi troublante qu'extraordinaire parce que c'est l'histoire d'une maman qui a décidé de tout affronter pour que son fils arrête de consommer des stupéfiants. Vanina Mendo, on la reçoit dans un instant. Elle nous a rejoint sur le plateau de Mon Incroyable Histoire. C'est Madame Vanina Mendo. Elle est la mère d'un ancien addict aux drogues. Pour sortir son enfant de la dépendance, elle a dû infiltrer des circuits de vente, de consommation de drogue. Aujourd'hui, elle est la présidente d'une association de sensibilisation aux dangers liés à la consommation des drogues. Ses cibles, ce sont les parents et les adolescents. Vanina, merci d'accepter de raconter cette incroyable histoire avec nous aujourd'hui. Ça a été un fleuve très long, rempli d'embûches, mais avec beaucoup de courage, vous avez réussi à sortir de là. Tout bascule pour vous. Est-ce que lorsque vous découvrez que votre fils consomme de la drogue, comment vous accueillez cela psychologiquement? Aujourd'hui, nous sommes de nombreux parents dans cette situation et beaucoup d'entre nous sont dans le déni, la honte, la culpabilité et ont la peur du regard d'autrui. Alors forcément, moi, étant de la old school, parce que je suis déjà dans la cinquantaine, donc on est formaté par les colons. Donc forcément, quand on ne connaît pas quelque chose, quand on ne maîtrise pas quelque chose, tout de suite on dit toujours c'est la faute à. Ouais. Mais jamais on ne cherche au fond de soi, mais au fait, je peux être l'acteur, je peux être la personne qui a amené mon fils à se retrouver dans cette situation. Pour ma part, tu as d'abord la colère. Tu as la culpabilité, tu passes même à la violence, jusqu'au jour où tu te dis, mais est-ce que c'est même la bonne méthode? Essayons un peu de formater notre mindset. Voyons les choses sous un autre angle. Si je le prenais au sentiment, forcément la bouche qui bénit, c'est la même bouche qui maudit. Si je transformais mon vocabulaire, si mes pensées, mes paroles et mes actions œuvraient dans le sens positif et non dans le sens négatif. Ensuite, tu passes à la seconde étape. Il faut informer ton entourage. L'entourage, ça commence d'abord par ses cadets. Parce que c'est lui l'aîné, il a 28 ans aujourd'hui. Ouais. Il faut en parler à ses cadets. Alors, les âges varient de 9 à 21 ans. À chaque enfant, il faut le vocabulaire approprié. Ensuite, tu en parles à la famille restreinte et la famille élargie. Donc, tu en parles à la famille maternelle, à la famille paternelle, à la belle famille, aux voisins, aux amis, aux boutiquiers. Donc, j'ai envie de dire que entre le moment où tu reçois l'information et le moment où tu fais ton coming out, il n'y a pas beaucoup de temps qui se sont écoulés parce que très vite, j'ai compris que si moi, je ne prends pas le taureau par les cornes, qui le fera? Parce que généralement, les papas dans ce genre de situation, ils sont déboussolés. Vraiment, ils sont confus. Ils ne savent par quoi commencer. Parce que pour eux, c'est un échec tout de suite. Comment ça, l'enfant de qui? Il a fait comment? Ce sont ses amis. Pas forcément. Moi, je l'ai amené en lui disant, essayons de voir, la manière dont on parle souvent, là, la manière dont on félicite les uns et pas les autres, la manière, essayons de revoir tout ça. Ça va nous ramener l'enfant tout doucement. N'accusons pas tout de suite l'enfant du voisin. En chaque être humain, il y a un côté ange et un côté démon. Peut-être à ce moment-là, c'est le côté démon qui a un peu pris le dessus, mais essayons de stabiliser tout ça. Vous avez pris le temps d'informer les frères, la famille, les voisins, les amis. Est-ce que chacun a reçu le message
aussi bonnement, si je vais le dire ainsi? Parce qu'on a l'impression que voilà, vous avez donné l'information et ils étaient tous contents. Ah oui, Vanina est venue nous donner l'information de son fils drogue. Comment est-ce qu'ils ont, chacune de ces personnes-là que vous avez dû rencontrer, comment est-ce qu'elles ont accueilli la nouvelle et réagi par la suite? Oh, j'aime cette question. Parce que moi, je suis le fruit d'un métissage. Je suis de maman Bamileke et mon papa est du centre. Donc, vous imaginez... que les réactions allaient être différentes aussitôt. Donc, forcément, dans ma famille maternelle, ça a été un choc. Parce que je suis l'aîné et mon fils est l'aîné des petits-fils. Donc, vous imaginez tout de suite, grande était la déception. C'était l'échec. Donc, tous les mauvais noms d'oiseaux, là, ça allait dans tous les sens. Mais comme j'avais ma posture, j'avais mon objectif, et je leur ai dit, mon enfant, c'était pas un accident. C'est un enfant que j'ai voulu, quand bien même je l'ai eu jeune, je l'ai eu à 22 ans. C'est un enfant que j'ai désiré. Généralement, on dit à la mairie que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Moi, mon fils, là, c'est bango bango. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, je vais évoluer avec ceux qui voudront évoluer avec moi. Le reste, vraiment, I'm not concerned on it. Vraiment, vous allez rester à la traîne et nous, on va avancer. Mais par contre, dans ma famille paternelle, comme ils sont assez open mind, on a dit, bon, bah, il n'est pas le premier. Et puis, il ne sera pas forcément le dernier. Si déjà dans les pays développés, il y a ça, pourquoi pas ici? Bon, on verra ce qu'il y a lieu de faire. Donc, pour vous dire que j'ai eu du soutien, et puis moi-même déjà, je m'étais boostée, mentalement, psychologiquement. Même à mon lieu de service, j'en avais parlé à mes collègues. Donc, je recevais déjà un soutien psychologique qui faisait en sorte que je pouvais le transmettre à mon fils avec ou sans un apport familial ou amical. Donc, c'est un peu ça, c'est ce qui s'est passé. Et là, vous décidez de tout changer. On est passé de la punition, de la privation, mais cette fois au soutien. Et cette démarche de soutien-là, vous décidez d'entreprendre une voie, on va dire, assez risquée. Vous êtes même devenu une enquêtrice ou une journaliste dans l'âme des experts criminels à entrer, un peu comme on regarde dans l'émission La 2, là, où il va dans le fief, le gang des vendeurs, des gangsters, des vendeurs de drogue, parce que vous avez décidé de sauver votre enfant vous-même. Oui, généralement, quand on a un usager de drogue à la maison, parce qu'on ne dit plus drogué ou toxicomane, on dit usager de drogue, ça les stigmatise moins. Quand on a un usager de drogue à la maison, on doit avoir toutes les casquettes. On fait partie du FBI, du KGB, de la Gestapo, de la CIA, des experts. On a encore quoi? On a toutes ces casquettes. Donc, il faut toujours être à l'affût. Moi, ce qu'il y a de bien avec mes voisins, c'est que chaque fois qu'il était dans une situation, un genre, tout de suite, on me passait le coup de fil et puis je débarquais et puis j'ai déjà mis mon matelot et puis je suis déjà derrière lui. Donc, je n'ai jamais abandonné. À un moment, il me disait, t'es chiante. Je lui dis, je suis chiante, mais par amour. Je ne suis pas chiante pour t'emmerder. C'est-à-dire, tu es mes entrailles, donc je ne peux pas te laisser basculer. Et surtout que je sais que certainement, quelque part, j'y suis pour quelque chose. Donc, j'ai ma responsabilité. Donc, je dois assumer. Et on va assumer ça ensemble. Donc, c'est un peu difficile parce que je comprends un peu les parents d'aujourd'hui. Ils vont se dire, est-ce qu'on a alors le temps? Mais pourquoi avoir fait un enfant si on n'a pas le temps? C'est la question que je leur pose dans mes coachings, dans mon association. On prend du temps, on met beaucoup d'énergie à sauvegarder nos emplois. On met beaucoup d'énergie à sauvegarder nos couples. Mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas la même énergie pour sortir nos enfants de l'addiction aux stupéfiants? Forcément, il faut fomenter le mental. C'est-à-dire, le parent camerounais aujourd'hui, on doit le rééduquer. J'ai eu à lire des bouquins. Il y a une, je ne sais pas si je peux la nommer, Mireille Nitieux, Parents, rééduquez-vous. Ce livre m'a beaucoup aidé. Parce qu'on se positionne toujours en je sais tout, je suis le parent, donc forcément tout ce qui vient de moi, ça ne peut être que non. Non. Apprenons à reconnaître souvent qu'on a mal fait. Apprenons à demander pardon à nos enfants. Apprenons à dire à nos enfants, je t'aime mon fils. Apprenons à féliciter nos enfants. On ne le fait pas.
Moi, peut-être comme j'ai eu la chance d'être en même temps en Europe et au Cameroun, même dans ma famille, j'ai amené ça tout doucement. C'est-à-dire, l'amour du parent pour son enfant, c'est dans le cœur. Mais tu sais que je t'aime, non? Non, mais il ne sait pas, il faut le démontrer. C'est très difficile. Donc tout ça a été, comment dire ça, ça a été mon leitmotiv, ça a été mon carburant, ça a été ma force. Et puis je me disais toujours, il est l'aîné, il a des cadets. Quelle image! Est-ce que les cadets ne vont pas emboîter le pas? Je ne dis pas qu'il faille absolument qu'il soit un génie, mais il doit quand même être une référence, un modèle. Les cadets doivent pouvoir s'identifier. D'ailleurs, quand j'avais parlé aux cadets, je leur ai dit, il reste l'aîné. Je ne veux jamais entendre que vous lui avez manqué de respect. Le premier qui va même essayer, vous entendrez parler de moi. Donc, ce qui fait qu'il a gardé sa place d'aîné au sein de sa famille. Il n'y a jamais eu de raillerie. N'est-ce pas, tu es drogué, n'est-ce pas, on t'a sorti du commissariat. Il n'y a jamais eu ça chez moi. Jamais. Quand il était en difficulté, je trouvais les mots pour parler à chacun. Voilà votre aîné, et il a eu telle situation, mais ensemble, on va y arriver, ça va aller. Quand il reviendra de cette situation, manifestez-lui beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Ne parlez pas de ce qui s'est passé. Nous, les parents, nous allons nous en charger. Vous, les cadets, c'est de lui procurer beaucoup d'amour. Énormément d'amour, vous lui en avez donné. Moi, j'aimerais que vous nous racontiez un peu ces moments-là dans le fief de la drogue, entre la peur. Comment est-ce que vous avez vécu tout ça? Racontez-nous les anecdotes, les grosses peurs, les grosses frayeurs. Est-ce que vous-même, à un moment, vous n'avez pas été un peu tenté de goûter un tout petit peu pour voir à quoi ça ressemble? Non, pas jusqu'à ce point-là. Des frayeurs, j'ai l'impression que c'était comme si il y avait une autre Vanina alors. C'est-à-dire, quand je suis en position de protection de mon fils, c'est pas la Vanina qui est maintenant là sur le plateau. C'est une autre Vanina. En fait, je deviens comme si je suis un lion. C'est-à-dire, c'est jamais sans mon fils, j'ai envie de dire. Donc, des peurs, non. J'avais une foi. J'avais une certaine assurance. J'avais confiance. Je me disais, l'échec fait partie de la réussite. Hein. Donc, si nous devons passer par là, hein, on va passer ensemble. Tu ne vas pas y aller seul. La fois où il a débarqué à mon bureau, menotté avec les antigants, heureusement que j'en avais parlé à mes collègues. Alors, lors de l'interrogatoire, ils m'ont dit pourquoi est-ce qu'ils l'ont saisi et tout. J'ai dit, mais comme lui, il est grand, moi j'étais assise, donc il était à mes côtés et puis il était debout. Je lui ai dit, mais on savait que ce jour-là va arriver, non? Donc, mais aujourd'hui, tu es majeur. J'ai demandé, on dit quoi? C'est l'enquêteur? Qu'est-ce qu'on dit pour les antigants? On dit enquêteur. Je lui ai demandé qu'est-ce que les textes de loi disent? Il m'a cité les articles. J'ai dit, ben, il faut partir avec lui. Tu étais prévenu. Donc, maintenant, tu t'es entêté. Moi, je ne vais pas risquer ma vie et la vie de tes cadets pour toi. Non. Mais j'étais meurtrie de l'intérieur quand je disais ça. Mais j'ai dit, il va se sentir abandonné, mais demain, il me remerciera. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il ne jure que par sa maman que mon Dieu, si tu n'avais pas été là, je serais où? Entre je veux faire tel établissement, on l'inscrit. 3-4 mois plus tard, non, je ne veux plus être là-bas, il y a tel problème. Je veux être dans tel autre. Le temps que le parent percute que, mais en fait, c'est pour se rapprocher un peu plus de dealer. Ça m'a pris du temps pour comprendre. Quand ce n'est pas des amis, des jeunes enfants comme lui qui se retrouvent en train de venir sonner chez toi pour dire il était à tel endroit avec nous, il a pris telle chose. Je dis, mais est-ce qu'on a la preuve de ce qu'il a pris? Il faut des preuves. On n'accuse pas quelqu'un comme ça, là, juste ouvertement. Donc, tout ça pour dire quoi? Dans le métier de parent, c'est un sacerdoce. Hein? Donc, il faut le faire juste par mot et pas forcément se dire que je le fais parce que demain, c'est lui qui va m'aider. L'enfant n'a pas demandé à naître. C'est le parent qui a voulu de l'enfant. Et comme j'ai dit tantôt, jusqu'à ce que la mort vous sépare, vous devez toujours accompagner et encadrer vos enfants. Mais qu'est-ce que vous cherchiez dans tout ça? Qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais qu'ils sortent de là.
Et c'est là que j'ai compris que le fait de ne pas avoir un modèle masculin aux côtés de nos garçons, c'est très difficile. Parce que mon fils aîné, je l'ai eu dans ma jeunesse. Et moi, après, j'ai fait ma vie avec quelqu'un d'autre, avec qui j'ai eu d'autres enfants. Quand il n'y a pas cette connexion entre le père et son fils, l'enfant est perdu. Qu'est-ce qu'il a comme modèle? Et le nouveau papa aussi se dit, comment prendre en main cet enfant? Donc, toi, la maman, tu joues l'intermédiaire. Et il faut bien jouer, sinon, soit c'est ton mariage qui vole en éclats, soit c'est la vie de ton enfant qui est détruite. Donc, il faut jouer ce jeu d'équilibriste-là. C'est très important pour l'épanouissement non seulement de l'enfant, mais aussi pour celui de la famille. Aujourd'hui, il est guéri. Oui. Comment est-ce qu'il parle aux autres maintenant? Oh là là, j'aurais dû enregistrer parce que je le surprends souvent avec ses frères. Mais je suis tellement émue dans le couloir caché là que j'oublie qu'il faut mettre un enregistreur. C'est lui qui est le donneur de leçons. C'est lui qui sensibilise ses cadets. D'ailleurs, même il s'est islamisé. Il travaille. Il est papa. Il vit seul chez lui. Donc, de temps en temps, il nous rend visite. Je crois même qu'il est à la maison. Là, j'ai cru voir un message comme quoi il me disait qu'il venait à la maison. Donc, il est... Je ne sais pas comment. J'ai l'impression que sa traversée du désert, c'était comme un appel au secours. C'est-à-dire une manière de dire, maman, j'ai besoin de quelque chose, aide-moi. Et par la grâce de Dieu, j'ai vite pu capter le message et avec mes moyens, j'ai pu l'en sortir. Docteur, une toute autre histoire. Comment on explique qu'une mère puisse risquer sa vie pour l'enfant? C'est vrai, c'est sa mère, mais elles ne sont pas toutes qui prendraient de tels risques. Mais elle a dit, hein, l'amour d'un parent n'est pas mesurable. C'est vraiment, c'est ton enfant, quoi. C'est ton enfant, c'est le fruit de tes entrailles. Il faut, tu vas défendre jusqu'au bout. Maintenant, c'est vraiment à féliciter parce que ce n'est pas tous les parents qui sont comme ça. Donc, je suis dans un hôpital où on prend en charge des problématiques d'addiction. Et c'est souvent très compliqué. On a déjà vu des familles qui sont venues poser un enfant, parti 3 mois plus tard, avant de revenir. Donc, l'enfant est là, 3 mois. Il n'a pas de visite. On envoie quelqu'un donner à manger et tout. On ne voit ni garde malade, rien. Donc c'est pour ça que je vous en félicite parce que ce n'est pas tout le monde. Peut-être parce que l'enfant nous a déçus. Parce qu'à un moment donné, on a un modèle, on a quelque chose qu'on attend de l'enfant, ou du moins on a un chemin qu'on a frayé pour lui. Maintenant, l'enfant n'entre pas dans les cases éducatives qu'on a posées. Et là, ça braque le parent. Et vous l'avez bien dit, le parent ne réussit pas à sortir dans son propre modèle qu'il a créé. Il ne réussit pas à s'ajuster. Et donc, il y en a qui vont eux-mêmes aller à la gendarmerie avec l'enfant, le faire bastonner et créer encore plus de difficultés, de problèmes que ce que l'enfant a fait déjà. Et il y en a donc qui n'ont plus d'autre solution que d'aller déposer l'enfant dans un centre de désintoxication et venir de temps en temps, voilà, voir, est-ce qu'il est toujours là? Ok, ça va. Oui, c'est comme ça. Et ça, c'est difficile. Donc, quand on voit quand même un parent qui s'est donné corps et âme pour pouvoir rectifier, parce qu'il faut le dire quand même, la problématique d'addiction ou de dépendance ou de consommation de substances est systémique. Oui. Dans la plupart des cas, c'est un symptôme d'un problème familial. C'est-à-dire que vous allez voir un enfant qui consomme, poser la question, laissez pour ce qui consomme, demander avec qui, dans quelles conditions il vit, comment est-ce que sa famille fonctionne. Vous allez voir qu'il y a toujours un problème au fond qui fait que finalement, la drogue va venir comme quoi? Comme une solution, une pseudo-solution qui va lui permettre de s'évader. Ça va lui permettre de s'évader, de ne pas vivre à temps réel ses difficultés. Et donc, sur le plan systémique, on va voir, donc, elle a évoqué un point important, la représentation. Donc, il manque de figure paternelle, de figure d'autorité. C'est un des éléments phares qu'on va retrouver dans les problématiques d'addiction. Mais à côté, on va dire aussi que ce n'est pas seulement le problème systémique, donc ce n'est pas seulement un dysfonctionnement familial, parce qu'on va voir dans les familles recomposées, dans les familles monoparentales et tout ça,
Mais à côté, il y a autre chose. Parce que pourquoi est-ce que dans une fratrie de 5, il y a une seule personne qui consomme? Ça veut dire que ce n'est pas juste parce que le système dysfonctionne, mais c'est parce que quelque part, il y a une vulnérabilité personnelle. Et c'est ça donc qui va faire qu'il y aurait donc un troisième facteur qui est la substance qui va entrer en jeu pour pouvoir résoudre le problème. Et donc, quand il va prendre donc, ces substances-là pour pouvoir soit ne plus penser à ce qu'il vit ou à ce qu'il ressent, ou pour être plus fort, parce qu'il y a aussi les problèmes d'estime qui sont derrière. Et puis, souvent, dans d'autres cas, il y a des difficultés qui sont vécues sur le plan scolaire, ou avec soit des rejets, soit des stigmatisations qui peuvent être liées à tout, hein. Pas forcément à une problématique globale, mais à des petites choses. On va dire, bon, ok, celui-là, il est toujours le plus faible, ou bien il est mou, ou des petites choses comme ça, qui vont donc alimenter cet aspect-là. Et si, avec un enfant vient avec ça, et que le parent n'est pas disposé pour pouvoir éponger, parce que le parent sert comme connexion pour gérer les émotions de l'enfant. Il faut le dire, donc, le cerveau humain, c'est le cerveau le plus lent. Ouais. Parce qu'il prend 18 ans pour être complètement fonctionnel. Vous voyez? Donc, des 18 premières années de la vie, notre cerveau est en pleine évolution. Et jusqu'à 18 ans, avant que des structures sous-corticales, des structures qui permettent de mieux gérer les émotions s'installent. Donc, avant cette période-là, c'est l'enfant, je veux dire, c'est le parent qui doit aider l'enfant à réguler ses émotions, à gérer, à savoir que ici, ouais, c'est bien. Maintenant, dans l'éducation, il faut trouver des feux verts et des feux rouges. Vous voyez un peu. Il y a des moments où gronder, ça ne va servir absolument à rien. Un enfant qui vient de vivre une situation, peu importe que ce soit un interdit ou pas, quand l'enfant est mal et que au lieu de comprendre, de réguler d'abord et mettre une leçon après, on tape sur ça, donc c'est-à-dire on va gronder, on va taper, on va interdire. L'enfant se sent juste comme quelqu'un qui est incompris, donc parce que vous n'avez pas compris son problème. Or, si vous le protégez d'abord, quand il est plus calme, donc il n'est plus triste, il n'est plus en colère, vous revenez sur la situation pour mettre des mots, là, ça l'aide à facilement tisser le lien et à comprendre l'éducation que vous voulez qu'il ait. Donc, c'est ça, la problématique des addictions, c'est assez complexe, qui évolue avec beaucoup de rechutes. Mais quand on est dans le processus, il va falloir à un moment donné commencer à prendre le risque de faire confiance, d'accorder le bénéfice du doute pour pouvoir l'amener à comprendre qu'en fait, c'est un changement d'ensemble. Ce n'est pas que moi, je vais changer. Nous tous, on doit changer. Voilà, c'est tout le monde qui doit changer pour l'accompagner, pour qu'il puisse réussir. Merci beaucoup, Dr Jérôme Menzopo. Je vais faire un dernier tour de table avant qu'on se dise au revoir, parce que les histoires sont tout aussi exceptionnelles, incroyables, remplies d'abnégation, de courage, de transformation personnelle et émotionnelle. On va commencer avec Mbombokou. Vous avez écouté les histoires aujourd'hui et la vôtre également. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent ce soir? Je reviens toujours sur un élément de fond. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour. Quand nous arriverons à comprendre ça en Afrique et plus particulièrement au Cameroun, je crois que nous allons rassembler l'humanité entière et tout sera beau autour de nous. Ce que je pourrais dire, c'est le slogan que je veux qu'on retienne ce soir, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, que tu sois atteint du vitiligo ou pas, ta différence doit faire la différence. Moi, c'est mon slogan, je le porte depuis 30 ans et je le dis aujourd'hui. Hier, je ne pouvais pas parler aisément du vitiligo parce que j'avais peur, parce que je ne comprenais pas, parce que je me concentrais sur ce que je recevais comme de la négativité, mais je ne me concentrais pas sur comment je pouvais changer les choses. Mais aujourd'hui, j'ai compris que cette différence-là doit faire la différence, parce que je dois plutôt me permettre d'impacter. Et à vous qui m'écoutez aujourd'hui, comprenez que quel que soit ce que vous vivez dans la vie, quel que soit ce qui vous diffère des autres, vous devez vous concentrer sur comment construire un monde meilleur. Donc, aujourd'hui, tout ce que peut dire à toute personne qui souffre encore du vitiligo et qui se cache encore, parce que beaucoup de personnes se cachent encore avec le vitiligo,
c'est de sortir et de parler du vitiligo et de faire croire aux gens que nous sommes tout à fait des êtres humains comme tout bon nombre et que notre différence de peau ne nous fait pas des êtres extra. Nous sommes également des êtres humains comme tout le monde. Donc, ce que je peux dire ce soir, c'est que nous n'avons pas choisi le vitiligo, c'est le vitiligo qui nous a choisi et nous sommes appelés à vivre avec ça et à construire une vie meilleure avec le vitiligo. United Against Drugs accompagne et encadre les parents victimes et bourreaux de leurs enfants usagers de drogue. Okay. Le slogan de United Against Drugs, c'est « Car de nos faiblesses naissent nos forces ». Je vais juste remercier les dames et messieurs vraiment d'avoir accepté de partager leur histoire avec nous et de nous avoir permis de nous enrichir de leur expérience. Voilà, parce que chaque différence compte. Je pense qu'on doit se mettre ensemble vraiment pour construire un monde meilleur et inclusif pour tout le monde. Donc les différences ne devraient pas faire nous séparer, ça devait au contraire nous permettre d'avancer ensemble. L'amour maternel peut déplacer des montagnes, la mer prend, mais la vie rend. Notre peau est une carte, pas une prison. Mon incroyable histoire s'est terminée pour ce soir. Nous espérons que ces récits vous ont marqué, vous ont donné de l'espoir, vous ont fait renaître ou ont transformé votre mindset par rapport aux différentes situations que vous vivez chaque jour chez vous, en famille, à la maison, à l'école, dans les groupes associatifs. Si vous avez des incroyables histoires à raconter sur Balafon Télévision, vous pouvez nous écrire sur nos plateformes digitales Balafon TV, sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, X, toutes les plateformes que vous connaissez. Nous allons avoir le plaisir de raconter ces histoires sur ce plateau. Mon incroyable histoire s'est terminée pour ce soir. Au revoir.